D'où vient qu'il fait nuit la nuit? Je vous propose que nous fassions un voyage au bout de la nuit. Il ne s'agit pas là de relire le célèbre et magnifique roman de Louis-Ferdinand Céline, Le voyage au bout de la nuit, mais de tenter de répondre à une question en apparence naïve, mais qui a tourmenté les savants pendant presque 4 siècles. Cette question est la suivante. D'où vient qu'il fait nuit la nuit? Vous allez me dire en quoi c'est un paradoxe? C'est une sorte d'évidence. Depuis toujours, plus précisément depuis la nuit des temps, nous voyons bien le soir après le coucher du soleil que le fond du ciel s'assombrit entre des étoiles qui scintillent. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à cela? En quoi cette constatation relèverait-elle du paradoxe? Eh bien en fait, si, il y a un paradoxe. Car si on fait un raisonnement assez simple, si nous supposons que l'univers est infini et qu'il est uniformément peuplé d'étoiles, la lumière des unes s'ajoutant à la lumière des autres, la lumière totale dans le ciel devrait être infinie et il devrait faire donc jour, de jour comme de nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Or, ça n'est pas ce que nous constatons. Le premier qui a repéré ce paradoxe, c'est le grand astronome Kepler, qui a repris l'argument que je viens d'énoncer et qui en a conclu que l'univers ne pouvait être que fini. Parce que s'il était infini, pour la raison que j'ai dite, il ferait jour la nuit. Un peu plus tard, un autre astronome très connu qui s'appelle Halley, célèbre pour la comète qui porte son nom, a repris l'argument de Kepler mais en faisant des calculs. Et il a montré qu'en effet, si l'univers est infini, alors la lumière contenue dans le ciel devrait elle aussi être infinie. Évidemment, et c'est ce que montre son calcul, les étoiles qui sont les plus loin sont moins lumineuses que les étoiles les plus proches, à cause de leur éloignement. Mais comme elles sont beaucoup plus nombreuses, elles contribuent autant que les étoiles proches. En 1743, un jeune astronome suisse qui s'appelle Jean-Philippe Loy de Chezeaux fait des calculs lui aussi et va simplement compléter le raisonnement en supposant que dans l'univers, il y a un milieu opaque qui est partout présent et qui absorbe la lumière des étoiles les plus lointaines. De sorte que cette lumière émise par l'arrière-plan de l'univers ne contribue pas à la lumière que nous percevons. Au début du XVIIIe siècle, un médecin allemand passionné d'astronomie qui s'appelle Heinrich Olbers va faire une remarque capitale. Il remarque que quand nous regardons dans une certaine direction du ciel, quelle que soit cette direction, en principe, notre regard va finir par buter sur la surface d'une étoile. Et donc, le ciel tel qu'il nous apparaît devrait être pavé d'étoiles, pavé de soleil. Et donc, avec ce raisonnement, la question de savoir si l'univers est fini ou infini, peu importe, puisque finalement, notre vue est bornée, elle est limitée par un rempart d'étoiles qui contribue à la lumière que nous percevons. Et cette lumière est suffisante pour que, de jour comme de nuit, il fasse jour. Et donc, la question est, d'où vient qu'il fait nuit la nuit quand nous sommes privés de la lumière du soleil? Chose incroyable. Le premier élément de réponse à ce paradoxe va être fourni par la poésie. En effet, en 1848, Edgar Poe publie un livre intitulé Eureka, qui sera traduit par Charles Baudelaire. C'est un livre pas du tout scientifique, plutôt un livre de poésie, de métaphysique, un peu délirant, mais au détour d'un paragraphe, Edgar Poe explique que les étoiles les plus lointaines émettent une lumière, il parle d'effluves électriques qui ne nous parviennent pas parce qu'elles n'ont pas eu le temps de nous parvenir. Autrement dit, la vitesse de la lumière étant finie, il lui faut un certain temps pour nous parvenir. Cet argument de Poe sera repris par un physicien anglais qui s'appelle Lord Kelvin, qui va expliquer qu'en effet, la vitesse de la lumière n'étant pas infinie, la lumière des étoiles les plus lointaines n'a pas eu le temps de nous parvenir, de sorte que ces étoiles nous sont invisibles et ne contribuent donc pas pour nous à la luminosité du ciel. Au XXe siècle, on va faire des découvertes évidemment capitales. On va comprendre que les étoiles émettent de la lumière grâce en fait aux réactions thermonucléaires qu'elles abritent en leur sein. Et du coup, on comprend que les étoiles n'ont pas toujours été là, elles ont un âge,
Elles sont apparues à un certain moment et puis elles vont mourir quand elles auront épuisé leur combustible nucléaire. Et quand on met tous ces ingrédients ensemble, dans le cadre de la cosmologie classique, celle, disons, du début du XXe siècle, qui considère que l'univers est infini et qu'il est statique, eh bien on résout le paradoxe. Le ciel est noir la nuit, premièrement parce que la lumière prend son temps pour nous parvenir, et deuxièmement, parce que les étoiles ont un âge fini. Mais en 1915, il se produit une révolution. Albert Einstein publie une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui change complètement son statut. Et un peu plus tard, des astronomes, dans les années 30, découvrent que l'univers est en expansion, ce qui se comprend bien dans le cadre justement de la théorie d'Einstein. C'est-à-dire que la distance entre deux points de l'espace ne cesse d'augmenter. Et cette dilatation, cette expansion de l'univers produit un effet qui s'appelle l'effet Doppler, qui fait que la lumière des étoiles, qui sont les plus lointaines, se décale vers le rouge. Et pour nous, ces étoiles sont donc moins lumineuses. Et donc au XXe siècle, l'explication du paradoxe de la nuit noire tient en 3 points. La vitesse de la lumière est finie, les étoiles ont un âge fini, tout comme l'univers, et l'univers est en expansion. Quand on met tout ça ensemble, on résout le problème de la nuit noire. Et donc, l'été, quand vous verrez le ciel étoilé, dans son obscurité, vous devrez vous rappeler que ces 3 ingrédients contribuent au spectacle magnifique que vous observez. Maintenant, nuance. Il n'est pas tout à fait vrai que le ciel nocturne soit tout à fait noir. Je m'explique. En 1964, on découvre dans l'univers un rayonnement partout présent qui ne s'éteint jamais. Ce rayonnement s'appelle le rayonnement fossile. On l'appelle aussi le fond diffus cosmologique. D'où vient-il? Dans les 400 000 premières années de l'univers, la densité de matière était tellement forte que la lumière ne pouvait pas se propager librement. Et puis tout d'un coup, au bout de 400 000 ans, elle a pu se libérer de la matière et se propager librement dans l'espace. À cette époque, sa température était de 4000 degrés. Aujourd'hui, sa température est beaucoup plus basse, elle est seulement de quelques degrés Kelvin, de sorte que ce rayonnement a une longueur d'onde qui est très grande, autrement dit une fréquence qui est très basse, de sorte que notre œil n'est pas capable de la percevoir. Et donc si le ciel nous apparaît noir plutôt que brillant, c'est parce que notre œil est incapable de percevoir cette lumière résiduelle. Autrement dit, ce sont nos yeux qui assombrissent le ciel nocturne. Alors pour mieux le comprendre, je vous propose que nous revenions à notre petite connaissance du latin. En latin, il y a 2 mots différents pour désigner le noir. Le premier mot, c'est ater. Ater désigne le noir mat, le noir éteint. C'est un mot péjoratif. Il a donné par exemple en français l'adjectif atroce ou encore l'adjectif atrabilaire. Et puis il y a un autre mot qui désigne le noir brillant. Ce mot c'est niger, qui est un mot positif. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que veut dire dénigrer. Dénigrer, c'est retirer l'éclat d'un argument ou d'une personne. Niger, c'est vraiment le noir brillant. Alors on pourrait dire en conclusion que nos yeux, qui ne voient pas le fond diffus cosmologique qui est partout présent dans le ciel, ont dénigré la nuit. Ils lui ont retiré son éclat. Alors que les astronomes qui ont repéré ce rayonnement l'ont renigré, c'est-à-dire qu'ils lui ont redonné son éclat en le dénigrant. En conclusion, je reprendrai ces mots de René Barjavel, l'auteur de La Nuit des temps, qui disait « La nuit n'est nuit que pour nous. Ce sont nos yeux qui sont obscurs. » Je vous laisse réfléchir là-dessus.